Bonjour à tous et bienvenue pour cette 198e vidéo de ma chaîne YouTube, une chaîne, vous le savez, spécialisée dans le fitting et la fabrication de vos clubs sur mesure. Dans cette vidéo et les prochaines vidéos qui vont suivre au courant de l'été, nous allons rentrer au cœur de l'aspect fascinant, le design, la fabrication des têtes de fer, avec des aspects historiques, avec au cœur du sujet ma volonté de finalement vous proposer un guide de réflexion finalement sur les performances d'une tête de fer, les différences entre les têtes de fer et aussi quelque part finalement, je pense que vous commencez à me connaître, arriver à faire la distinction entre le propos marketing des grandes marques et la réalité factuelle et scientifique des ingénieurs. À tout de suite pour la suite. Alors pour bien démarrer cette vidéo et puis aussi pour piquer un petit peu votre curiosité, j'ai été contacté il y a 3 mois par une entreprise à Singapour, une forge avec pignon sur rue, mais ça il m'a fallu pas mal d'échanges par email pour m'en rendre compte. Une entreprise qui fabrique des têtes tout simplement de fer pour de nombreuses marques, dont des marques grand public. Je n'ai pas le droit de divulguer les noms. Qui m'a contacté donc par email en souhaitant savoir si tout simplement, au vu de mes vidéos, de mes posts sur Instagram, une personne de cette entreprise qui m'a demandé si j'aimerais travailler un design de tête de fer. Donc plusieurs échanges pour m'assurer du sérieux quand même, parce que de cette affaire-là, parce que là on est un petit peu dans la cour des grands, si j'ose dire. Mais en tout cas, très vite, effectivement, je me suis lancé un petit peu, depuis 3 mois à peu près, à court perdu, dans le design de fer. Et tous ces termes techniques que vous voyez ici sur cette petite planche, en anglais évidemment, mais je vais tous vous les expliquer. Vous allez voir les liens qu'il y a entre eux, ce qui se cache derrière, en termes de performance, en termes de centre de gravité, de moment d'inertie, de toutes ces choses dont on parle quand on parle de fer, mais ces choses dont on parle bien souvent malheureusement avec des termes marketing qui ne vont pas, selon moi, vraiment au cœur des choses. Donc dans cette première vidéo, je vais tâcher de vous expliquer un petit peu tous ces termes, avec c'est un petit peu l'anatomie ici d'une tête de fer, vue de face, vue de profil, vue de haut, etc. Pour mieux comprendre. Ici en bas à droite, mon fameux prototype, parce que oui, je vais me lancer là-dedans. Donc je commence par évidemment, non seulement par un prototype simple, mais aussi qui me plaît, une lame. Donc en ce moment, quelque part à Singapour, une entreprise est en train de me fabriquer un batch, un set du Synco Pitch de lames, prototype en quelque sorte. Et pour la petite anecdote, je vais utiliser un kanji ici que vous voyez, qui signifie patience, parce que je pense et je crois que la première vertu cardinale du golf, c'est la patience. Patience pour se forger un swing, patience pour faire un beau parcours de golf, patience pour maîtriser un petit peu tous les coups de ce jeu, de ce sport si complexe. La patience du mental, la patience d'aller jusqu'au bout des 18 trous, coup par coup, etc. Mot-clé pour moi, il m'a fallu, je crois, à peu près 10 secondes pour me dire que oui, c'est évident, c'est ce terme-là, c'est ce kanji que je vais utiliser pour mon prototype. Je vous le montre un petit peu mieux ici. Patience, je vous ferai un petit insert écran avec une version un peu plus améliorée de ce prototype, donc de Muscleback, en cours de fabrication. Restera ensuite à les tester, ces têtes, et pourquoi pas, peut-être sortir une série limitée, puisque là on parle de coûts financiers qui n'ont évidemment rien à voir avec mon petit niveau de club fitter, club maker, mais ils m'ont rassuré en me disant qu'ils étaient tout à fait ravis de travailler avec moi, et qu'on pouvait tout à fait envisager une série limitée d'une vingtaine de sets, à peu près, du Synco Pitch. Voilà, ça représente un peu plus de 100 têtes. C'est un coût, mais je crois que je ne vais plus faire marche arrière. Voilà pour cette petite introduction. Un prototype en cours de route pour 33 Golf Lab, une lame, et qui sait après plus tard, pourquoi pas, des wedges, des cavity back. Tout est faisable. C'est un petit peu un gros challenge. Mais en tout cas, pour ce qui nous occupe dans cette vidéo, nous allons donc aller au cœur de tous ces termes techniques que vous voyez ici écrits
et je vais vous essayer de vous expliquer en quoi tous ces termes ont chacun une grande importance pour expliquer ensuite la performance pour un certain type de golfeur de leur tête de fer. Alors inutile de vous dire que depuis 3 mois que j'ai vraiment mis le nez ou le doigt, les yeux dans cette affaire de design de tête de fer. Inutile de vous dire que j'ai appris moi-même beaucoup de choses, pas mal d'anecdotes historiques sur l'évolution des têtes de fer. Je me suis rendu compte du décalage effectivement et gigantesque parfois qu'il pouvait y avoir entre le discours marketing qui prévaut depuis quelques années et la réalité scientifique de ces notions, notamment de centre de gravité et des moments d'inertie. On aura l'occasion d'y revenir. Me rendre compte aussi de cette spécificité des fers qui fait qu'effectivement, quand on parle de design de fer, on ne parle pas du design d'une tête de fer. Je pense qu'il vous a pas échappé si vous jetez un coup d'œil sur vos fers que entre le fer 5 ou le fer 4, admettons, et le pitching wedge, il y a déjà de tête à tête des différences de design, des différences de dimension, des différences de poids évidemment. Devrais-je rappeler par exemple qu'il y a quand même entre un fer 6 admettons qui fait environ 260 grammes et un pitching wedge à 290 grammes, vous voyez, il y a déjà 30 grammes d'écart. Donc, qui dit poids, c'est un petit peu la quadrature du cercle. À partir du moment où effectivement un designer est limité ou contraint par rapport à un poids qui est relativement homogène de marque à marque, on ne peut pas trop dériver de ce fameux 260 grammes pour un fer 6 par exemple. La question clé, c'est comment je vais répartir cette masse, ce poids. Ensuite, on rentre dans le cœur du sujet, on va s'apercevoir que le Hosel, on n'en parle jamais, mais le Hosel a une incidence gigantesque sur ce qui va suivre, selon que effectivement, comme vous le voyez ici, différents modèles qui ont des hauteurs de Hosel différentes. Si je reste que sur ce point, qui ont des hauteurs différentes, eh bien effectivement, cela va entraîner notamment tout de suite un compromis sur la longueur de la lame, ce qu'on appelle le blade length, la longueur de la lame va être corroborée. D'ailleurs, de façon assez intéressante, je vais beaucoup parler des lames, puisque c'est quand même, je suis sur un prototype de muscleback. Allez, on va appeler ça muscleback. On peut déjà dire qu'effectivement, aujourd'hui, nous avons des muscleback beaucoup plus faciles à jouer qu'autrefois. Je vais vous dire pourquoi. Puisqu'aujourd'hui, on a effectivement cette caractéristique assez intéressante, je les ai mesurées, qui fait que on remarquera que la hauteur du hosel des lames modernes, ici j'ai mon United que je joue depuis très longtemps, correspond à la longueur de la lame, à peu près 2,6 inches, 2,6 pouces. Donc il y a une symétrie parfaite des lames que l'on ne retrouve pas ensuite sur tous les clubs dits Game Improvement, Super Game Improvement, etc. Et d'ailleurs, vraiment, moi j'aime beaucoup les anecdotes. Il y a tellement à vous dire dans cette vidéo. On ne sait pas trop par quoi commencer, mais une des choses qui m'avait toujours interpellé, c'était justement cet état de fait qu'autrefois, ici j'ai un vieil Icori, une vieille lame début du siècle, la hauteur de ce hosel, que l'on retrouve jusqu'à, on va dire, à peu près la moitié des années 70. Ici, j'ai un modèle qui a été designé par Jack Nicklaus pour Slazenger de 1967. On a vraiment une hauteur de hosel qui n'existe plus aujourd'hui. Alors pourquoi il faisait des hosels aussi grands, sachant qu'à cette époque-là, les notions de MOI, de centre de gravité, on n'avait pas les outils technologiques et d'ingénierie actuels pour comprendre tout ça. Mais les hosels étaient aussi hauts, tout simplement. Parfois, la réalité est beaucoup plus simple que l'on peut le croire, parce que les cols époxy, ou en tout cas les cols, même pas époxy, qui étaient utilisés avant les années 70, n'étaient pas assez costauds, tout simplement. La raison pour laquelle vraiment, je l'ai lu, j'ai eu confirmation par Tom Motion, il y avait besoin d'avoir des hosels assez grands pour que le shaft puisse bien tenir avec la tête, puisse ne pas se décoller. Mais l'incidence derrière de ça, d'avoir effectivement un hosel très haut, c'est qu'effectivement, je pense que vous le comprenez aisément, sans avoir fait comme moi, j'ai pas fait d'études
à ce niveau-là d'ingénierie particulière, mais plus ce hosel est haut, et plus justement cette notion de centre de gravité, plus elle va vers le haut, mais aussi plus il y a de masse, vers le talon, Et quand on poursuit le raisonnement, ça devient très intéressant lorsqu'on lit par exemple que des très grands joueurs comme Ben Hogan, Sam Snead et compagnie avaient intuitivement compris que le fameux sweet spot, la touche pure, la frappe pure avec leur fer, avec ces grands hosels, n'était pas évidemment au centre de la face, mais était plutôt vers le talon, parce que centre de gravité vers le talon. Très intéressant. Et ce qui explique d'ailleurs une des phrases moi que j'entendais quand j'étais gamin, quand je jouais au golf. Il y avait un golfeur qui faisait une soquette. Il y avait souvent un autre golfeur plus ancien pour dire ah, t'es pas passé près du coup parfait. Ça m'a toujours interpellé. Pourquoi dire ça alors qu'une soquette, on le sait, c'est un des pires coups du golf. Tout simplement parce que à l'époque de Ben Hogan, années 40, 50, 60, etc. Il fallait vraiment être près du hosel pour avoir une sortie de balle parfaite. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Et c'est pour ça que l'on retrouve des images, des usures des clubs de Ben Hogan, où on voit effectivement la marque d'une pièce de 5 centimes, beaucoup plus proche du talon qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, si on rentre dans cette notion de centre de gravité horizontale, aujourd'hui, quasiment toutes les têtes ont un centre de gravité au centre de la face. Et tant mieux, parce que c'est quand même là que l'on cherche à frapper ses coups. Et vous voyez, comme une petite anecdote sur une histoire de call, derrière explique tout de suite les incidences sur le design de ces têtes-là de l'époque. Alors, je passe à la suite, qui est vraiment effectivement essayer de vous expliquer en détail un petit peu toutes ces notions de design que l'on retrouve sur une tête de fer. Alors, si on prend une tête de fer, effectivement, qu'on la regarde de face ici, nous avons donc plusieurs paramètres. Le hosel, je viens de pas mal en parler, donc on peut avoir effectivement des différences de hauteur de hosel assez significatives de marque à marque, qui va donc, je l'ai dit, je le répète, avoir une incidence sur la longueur de la lame. Ce hosel peut avoir aussi, selon les marques, très très sensiblement des diamètres extérieurs un petit peu différents, ce qui va derrière entraîner une différence, on va le voir, sur une notion très importante aussi, qui est de l'offset, c'est-à-dire le décalage entre le hosel et la face, une fois qu'on a effectivement un shaft inséré à l'intérieur. L'offset, ou ce qu'on appelle aussi la phase progression, je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure. Si on reste sur cette vision de face, nous avons donc sur une tête de fer, nous avons donc la face évidemment, avec plusieurs score lines, ce qu'on appelle les grooves, les rainures, les score lines en anglais. Il y en aura plus ou moins selon la hauteur de la tête. Donc là aussi, un designer peut jouer évidemment sur la hauteur d'une tête, des têtes qui sont plus hautes que d'autres, au talon ou en pointe. Nous avons évidemment le talon et la pointe, ça je pense que c'est ok pour tous parmi vous qui m'écoutez. Voilà à peu près ce qu'on peut dire sur cette vision de face, cette tête de fer. Lorsqu'on passe ensuite sur une vision donc qui serait pour vous, qui serait comme ceci,